Imaginez un monde secret qui prospère à l'intérieur même d'autres êtres vivants, des envahisseurs silencieux qui ont fait de leurs hôtes leur propre univers. Aujourd'hui, on part en voyage dans le monde fascinant et parfois un peu terrifiant des parasites pour essayer de comprendre leur stratégie et leur impact sur la vie. Alors, comment on va explorer tout ça? D'abord, on va définir ce qui caractérise un parasite. Ensuite, on ouvrira leur manuel de stratégie, si on peut dire, pour découvrir leurs secrets de survie. Puis, on fera connaissance avec quelques-uns des plus connus d'entre eux avant de voir comment notre corps et la science organisent la riposte. Bon, pour commencer, qu'est-ce qui fait qu'un organisme est un parasite, au juste? Où est-ce qu'on trace la ligne entre un simple passager et un véritable envahisseur? En fait, le parasitisme, c'est l'exemple parfait d'une relation, disons, complètement déséquilibrée. Le parasite, lui, il prend tout, la nourriture, l'abri et même le transport. Pendant ce temps, l'hôte, c'est lui qui paie la facture. Il devient, un peu malgré lui, un écosystème à lui tout seul pour ce passager clandestin. Oui, mais attention, il ne faut pas tout mélanger. Comme on le voit bien ici, le parasitisme, c'est très spécifique. Dans le commensalisme, l'hôte est plus ou moins indifférent. Dans la symbiose, l'avantage peut même être mutuel. Mais ici, avec le parasitisme, il y a un coût, un vrai préjudice. C'est cette exploitation qui est la véritable signature du parasite. Et ce monde-là, il est d'une diversité, mais vraiment incroyable. Ça va des protozoaires, complètement invisibles à l'œil nu, aux helminthes, ces vers qui peuvent parfois atteindre plusieurs mètres de long. Et puis il y a aussi des champignons, des arthropodes comme les tiques. Bref, une véritable ménagerie secrète qui a colonisé tout le règne du vivant. Ok, mais attention, être un parasite, c'est pas tout repos. Ça demande des stratégies super sophistiquées pour survivre et se propager. Alors, c'est quoi leur plan de jeu? La clé de tout leur succès, ça tient en une seule chose, leur cycle de vie. C'est leur plan directeur en quelque sorte. Le scénario très précis que chaque parasite doit suivre à la lettre pour se développer, se reproduire et finalement infecter un nouvel hôte. C'est une chorégraphie biologique millimétrée. Et là, en gros, il y a deux grandes stratégies sur la table. La plus simple, c'est le cycle direct. Tout se passe chez un seul et même hôte. Et puis, il y a la version complexe, le cycle indirect. Là, le parasite a besoin de faire plusieurs escales chez différents hôtes pour achever son développement. C'est un voyage bien plus risqué, c'est sûr, mais le gain peut être énorme, une dissémination beaucoup plus large. Mais peu importe le cycle, qu'il soit direct ou indirect, le plan de match reste fondamentalement le même. D'abord, il faut trouver un moyen d'entrée. Ensuite, se transformer et grandir à l'intérieur de l'hôte. Après ça, se reproduire pour assurer la descendance. Et enfin, le grand final, trouver le moyen de sortir pour aller infecter quelqu'un d'autre. Bien sûr, cette cohabitation forcée, elle n'est pas sans conséquences pour l'hôte. Certains parasites sont des véritables voleurs. Ils détournent les nutriments. D'autres, ils vont carrément provoquer des blocages mécaniques, ou alors libérer des substances toxiques, ou même déclencher de violentes réactions du système immunitaire. Chaque espèce a sa propre manière de nuire. Bon, on a vu la théorie. Maintenant, si on allait mettre des noms et des visages sur ces fameux envahisseurs. Jetons un œil à quelques-uns des spécimens les plus connus du monde parasitaire. Notre premier cas d'étude, c'est un véritable tueur en série microscopique, responsable de centaines de milliers de morts chaque année. Voici le plasmodium, le protozoaire qui cause le paludisme, aussi appelé malaria. Et son cycle de vie, c'est vraiment le cas d'école de la stratégie indirecte. Le plasmodium, il a besoin de deux partenaires, bien malgré eux, pour se développer. L'humain et le moustique anophèle. Regardez un peu ce parcours. Le parasite se transforme dans le foie. Puis il envahit les globules rouges, avant d'être récupéré par un autre moustique pour continuer son cycle. Une chorégraphie mortelle, vraiment. Donc, pour résumer, le plasmodium, c'est le criminel. Le moustique, lui, c'est juste le complice qui assure le transport. Et ces fameux cycles de fièvre si terribles, en fait, c'est le bruit de millions de globules rouges qui explosent tous en même temps, libérant une nouvelle vague de parasites dans le corps. Allez, on change complètement d'échelle maintenant. On quitte le microscopique pour un helminthe, l'Ascaris lumbricoïde. Ce ver rond, qui peut atteindre la taille d'un crayon, c'est l'un des parasites intestinaux les plus courants chez l'être humain. Là, on est sur un cycle direct. Mais attention, direct ne veut pas dire simple, loin de là. Une fois qu'un œuf est ingéré, la larve éclot, elle traverse la paroi de l'intestin, elle voyage jusqu'au poumon, remonte les voies respiratoires pour être avalée une seconde fois, et enfin, elle retourne dans l'intestin pour devenir adulte. C'est un périple absolument incroyable à l'intérieur d'un seul œuf. Tout part de l'ingestion d'œufs qui sont invisibles à l'œil nu,
souvent sur des aliments mal lavés. Mais le plus fou dans tout ça, c'est vraiment ce détour par les poumons. C'est une étape cruciale pour leur développement, avant que les vers adultes retournent s'installer tranquillement dans l'intestin, où ils peuvent parfois causer des obstructions très graves. Bon, tout ça peut paraître un peu alarmant, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout sans défense. Alors comment est-ce que le corps et la médecine ripostent face à ces envahisseurs? Le dicton est bien connu, pour combattre un ennemi, il faut le connaître, et c'est exactement ça. En identifiant les points faibles de leur cycle de vie, on peut trouver des moyens de briser la chaîne de transmission. Et la toute première ligne de défense, c'est toujours la prévention. Des gestes tout simples comme bien se laver les mains, bien cuire sa nourriture, ou s'assurer de la qualité de l'eau, ça peut faire une différence énorme. La prophylaxie, en fait, c'est juste mettre en place des barrières pour empêcher le parasite d'arriver jusqu'à nous. Et bien sûr, si la prévention n'a pas suffi, c'est là que la médecine entre en jeu. D'abord, le diagnostic. Il faut identifier précisément l'envahisseur, que ce soit en l'observant au microscope ou via des analyses de sang. Et une fois qu'on sait à qui on a affaire, des médicaments antiparasitaires bien ciblés peuvent entrer en action pour l'éliminer. Au final, on en revient toujours à cette idée de base, cette dynamique si particulière, une relation de dépendance à sens unique qui a façonné l'évolution des deux côtés, parasites et hôtes, pendant des millions d'années. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? D'un côté, on a l'ingéniosité et la résilience du parasite qui fait tout pour survivre, et de l'autre, on a toute la complexité des défenses de l'hôte pour le combattre. C'est une bataille qui n'a pas de fin, et c'est difficile de dire qui des deux est le véritable maître de la survie.